Même sans chauffage, on a trop chaud l'hiver. Alors ça, celle-là, elle m'a incité à faire la suite. Ça, c'était à l'université du Mans. Même sans chauffage, on a trop chaud. Alors ça m'incite à vous parler justement en termes de synthèse. Là, j'ai deux thèmes. Sur la rénovation, moi, je ressens quand même que l'accélération qu'on rêve tous de la massification de cette rénovation énergétique, elle est quand même pas simple. Parce que si vous faites un calcul du rêve de 500 000 logements rénovés par an, en fait, on est aujourd'hui à 350 000. Au mieux, en effet, c'est 350 000. Le parc actuel d'unités bâties, c'est 36 millions. On sait qu'il y a 53% qui sont au-dessus de 150 kWh par mètre carré par an, hein, qui sont classés D, E, F, G. Donc ça fait 19 millions, ça fait. Et si vous le divisez 19 millions par 350 000, ça vous fait 55 ans. Donc on est en 2075. Donc si on va à ce rythme, on sent que ça va quand même chauffer très dur. Donc on comprend que c'est très porté politiquement. C'est un rythme d'escargot. C'est un rythme d'escargot assez lent, hein, qui va chauffer derrière sa coquille. Donc là, la réflexion que j'ai menée pendant cette journée, c'est de dire, il me semble qu'on est en guerre contre nous-mêmes, contre le climat, mais contre nous-mêmes en fait, et qu'il faudrait, alors c'est dommage, la DHUP n'est plus là, mais il y a des gens qui vont redire à notre ami Marchini, Accardi. Il faut sûrement passer à l'obligation finalement, et je pense par exemple lors d'une vente, ça a été plus ou moins abordé à l'Assemblée nationale, ça a été mis de côté, de geler une somme, 5 à 10% de cette vente, si la rénovation thermique n'est pas faite, que le futur acquéreur pourra débloquer s'il fait la rénovation. Si on ne fait pas des choses un peu comme ça, je pense que l'escargot il va avoir chaud dans sa coquille. Donc l'incitation ne suffit plus. Ça, c'est ma première réflexion sur la rénovation. Sur le neuf, eh bien, c'est un peu dans le même style, c'est le toilettage réglementaire ne suffit plus. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en 2017, le monde du bâtiment a émis 23% de trop de GES, de gaz à effet de serre, qu'il avait promis de le faire à la COP21. Donc on comprend que l'histoire du carbone est quand même essentielle. Et là, les indicateurs dont on a entendu parler tout à l'heure, les indicateurs sur les seuils carbone, il me semble qu'il faut qu'ils aient une ambition très élevée. Et parce qu'on embarque ça pour 50 ans, hein, on l'a tous dit aujourd'hui. Et j'ai entendu, on a essayé de se prémunir de la future réglementation. Je pense qu'il faut vraiment regarder les choses autrement. Il faut se prémunir de nous-mêmes et des dérives alarmantes dans lesquelles on est. Et donc avoir demain dans cette loi vraiment une ambition très forte sur les seuils carbone. Et enfin, je vais conclure sur 3 ouvertures, 3 perspectives. La première, c'est la thermosensibilité de nos sociétés. J'ai essayé de poser la question ce matin, je n'ai pas eu totalement la réponse. Alors on a fait un petit calcul ce midi avec des amis, et on s'est dit dans un scénario moyen, hein, un scénario non pas sobre, comme le disait le GIEC sur l'émission de gaz à effet de serre, non pas émissible, dans lequel on est aujourd'hui, on va se mettre au milieu, on va rester quand même, on a réussi à faire des efforts, on est à 3,5 degrés de plus en 2050. Si on prend à peu près 180 jours de chauffage en France, hein, dans la zone H1, on peut estimer, fois 24 heures, qu'on est à peu près une valeur de 15 000 hein, degrés heure, et alors qu'on a un besoin de 60 000 aujourd'hui. Donc en fait, mathématiquement, la montée en température de 3,5 degrés, vers laquelle on est, elle diminue en hiver les besoins de 25%. Alors, c'est pas très rassurant, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais on l'a entendu tout à l'heure, nos modèles aujourd'hui climatiques de conception du bâtiment n'intègrent sûrement pas assez la dérive climatique dans laquelle on est. Et je dirais même que la question de demain, elle est sûrement, vu ce que je dis là, beaucoup plus carbone que énergie. Alors je sais qu'on est dans Energy Meeting, mais peut-être que Energy Meeting va s'appeler Carbone Zéro Meeting, ou quelque chose comme ça, parce que la question, elle n'est plus vraiment de l'énergie qu'on consomme, qui est un terme erroné, hein, puisque c'est l'énergie qu'on déplace. Si on est malin, d'ailleurs, on la déplace bien, on la conserve, on la garde, on est en mix, tout ça, ça va bien. Donc c'est plus la question c'est le carbone. Désolé de vous le dire, enfin, on en a tous conscience, mais c'est ça la vraie question. Et du coup, avant-dernier point, ça n'a pas du tout été abordé, la précarité énergétique d'été. Oui. Parce qu'en fait, la précarité énergétique d'hiver, en tout cas,
on est tous un peu comme ça, on est tous des humains, on est bien à 19 degrés, mais quand il caille un peu, vu qu'on échange avec l'air par convection et aussi par conduction de ce qu'on touche, l'hiver, c'est, même si on caille un peu, alors il ne faut pas que ça soit humide, hein, on peut mettre un bas de laine, ou un gros pull, ou se coller à un animal, il y a plein de solutions, mais on résiste beaucoup mieux, figurez-vous, vous l'avez vécu cet été, à un peu froid à froid que à chaud. Quand on est à 43 degrés dans son logement la nuit, on ne ferme pas l'œil. Si on est à 15 degrés dans son logement, on peut mettre 3 couvertures, on peut être bien, ça peut marcher avec les chats sur le lit, tout va bien. Donc la précarité énergétique estivale, j'en parle parce qu'elle est socialement dégueulasse. Réellement. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'affaire de l'entropie. Ceux qui vont avoir les moyens d'acheter le meilleur climatiseur chez Daikin, en fait, ils vont être bien chez eux, ils vont réchauffer le voisin. Et oui, c'est comme ça, là. Je fais un petit clin d'œil, mais malheureusement, et je le dis avec très sérieux cette fois-ci, si vous regardez les chiffres d'augmentation de la montée en climatisation de la France, c'est terrifiant. Enfin, c'est super motivant pour les associés de Daikin. J'ai rien contre Daikin. Je sais que vous êtes là et que vous êtes dans les leaders de faire le mieux possible. Et puis vous répondez à un besoin, et d'ailleurs il faut mettre des climatiseurs dans les maisons de retraite, sinon là ça va très mal. Mais globalement, on est quand même dans une montée à 2 chiffres en France. J'ai posé la question tout à l'heure à un collègue, je lui ai dit, en Inde, il y a combien de climatiseurs? Bon, il ne sait pas, c'est normal, je l'avais lu 5 minutes avant. Il y a 30 millions de climatiseurs. En 2050, il y en a combien? 1 milliard. Bon. Alors, quand on sait que, en plus en France, nous, on monte à 2 chiffres, alors vous faites, c'est des mathématiques, hein, vous faites 1,15 à la puissance 10, vous allez voir combien ça fait, et qu'en plus on a un parc nucléarisé qui a besoin de l'eau froide pour refroidir ses centrales, eh bien ça ne marche plus. Et quand on sait que le pic énergétique en France, cet été, en juin, le 27 juin, c'était 63 gigawatts, alors qu'on n'est qu'à 83 gigawatts en hiver, en janvier, il y a plus que 20 gigawatts d'écart, mais en fait, ceux-là, ils sont dramatiques parce qu'en fait, on y va. Quand vous regardez les schémas 2050, hein, c'est l'Institut de Lausanne qui a publié les chiffres, on consomme en 2050 plus d'énergie en France qu'en hiver. En été, enfin, qu'en hiver. Donc en plus, on a un parc qui n'est pas adapté à ça. Donc ça, c'était sur la précarité énergétique estivale. Et la dernière phrase, il me reste 1 minute, c'est ce que j'appelle la RE, on pourrait dire R, résilience. RER comme le train de banlieue. On a dit sûrement que l'énergie, c'était bientôt, il fallait vraiment se concentrer sur le carbone. Eh bien, on l'a dit aussi un peu aujourd'hui, il faut se concentrer sur l'adaptation et sur la résilience, R comme résilience. Pourquoi? Parce que au-delà de l'approche énergie, c'est systémique, Marika l'a dit, il y a des fortes variations de climat, on le sait, de température, de conditions de sol, de conditions sur les incendies, on l'a vu cet été, hein, c'était dramatique. Donc on est aujourd'hui rentré, à mon sens, dans une zone où au-delà même du carbone, il faut déjà adapter nos villes, notre urbanisme, notre architecture, à cette résilience qu'on va avoir en ville. Et y compris dans nos réseaux énergétiques. Parce que quand vous regardez les schémas de résistance des réseaux énergétiques par climat chaud, alors, il y avait les centrales, mais il n'y a pas que, hein, les réseaux de transport d'énergie, leur résistance, la résistance des pylônes à certains endroits sur des sols qui vont bouger, on a aujourd'hui une résilience même de nos systèmes énergétiques qui est relativement faible en climat détérioré. Et en fait, on y va pour l'instant. Donc voilà, c'était ma dernière phrase sur cet aspect-là. Et pour terminer par une note gay quand même, parce que excusez-moi, je ne vais pas vous plomber l'affaire. Moi, ce qui m'emballe quand même quand on fait des journées comme ça, c'est que, et je sais que c'est Philippe Nunes qui a fait la conférence, qui me salue, il a été chercher en Pays de la Loire les gens qui pourraient tenir le crachoir en conférence sur une scène avec des gens intéressés. Et j'ai vu toute la journée à peu près 90% de gens de Deauville. Alors ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que, en piochant au hasard, on tombe sur eux, ça c'est très bien, et ça veut dire aussi qu'on est conscience, on est les engagés, on doit être les pionniers, on doit être les leaders d'opinion, leaders dans les bonnes pratiques, dans l'incubation des bonnes solutions, et voilà, ça c'est les notes d'espoir que je voulais donner en conclusion.